Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau magazine Santé Spiritualité. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Dautrive. Bonsoir Frédéric. Aux auditrices et aux auditeurs. Alors, vous venez nous présenter l'art qui est le vôtre, oui. C'est-à-dire celui qui dissout les souffrances psychologiques, voire physiques. Voire physiques, oui, ça peut avoir un impact, oui. Et que vous appelez la psychomaïeutique. Absolument, voilà qui est bien amené. Alors cet art est très ancien puisque l'un des précurseurs de la maïeutique, c'est Socrate. Voilà, c'est ça. Et mon histoire commence en 95. Ça a été une expérience pour moi qui m'a sorti un peu qui m'a permis de sortir de mon sommeil. J'ai failli mourir à cette époque et j'avais atteint en même temps le seuil maximum de souffrance psychologique qu'on puisse atteindre. Enfin, en tout cas, mon ras-le-bol était arrivé et je me suis mis en route et j'ai commencé en effet à remettre en question tous les points de vue que j'avais jusqu'ici, dans lesquels j'avais jusqu'ici, pour lesquels j'avais abondé jusqu'ici. Et ce n'est que bien plus tard que j'ai découvert que Socrate avait excellé dans cet art du re-questionnement de nos certitudes, nos croyances, nos opinions, nos préjugés. Et en fait, c'est un mixte aujourd'hui, un mix de Socrate et de la philosophie bouddhiste qui prône plus que tout la loi de cause à effet et qui part du principe que la pensée est mère de l'action et qu'en même temps c'est aussi la pensée qui fait que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. C'est elle qui est le précurseur de beaucoup de choses, à la fois de nos choix, mais aussi de nos attitudes et nos comportements. Donc du coup, la psychomaïeutique en fait englobe cette histoire de cause à effet qui est encore une fois la pensée en action et de l'art du re-questionnement en fait. Et sur le moment, évidemment, quand j'ai emprunté cette voie, j'étais loin de m'imaginer que d'autres l'avaient emprunté avant moi. C'est simplement après, quand Internet est arrivé, quand j'ai eu un ordinateur, que j'ai commencé à regarder un petit peu partout avec des moteurs de recherche, en sachant utiliser ce moteur de recherche, que je me suis rendu compte que tout ceci en fait n'avait rien de neuf. Mais tout du moins, je pense que la manière dont aujourd'hui je le retranscris, c'est avec la mentalité du moment, la connaissance du moment et en fonction évidemment de qui nous sommes dans ce monde actuel. Et donc on adapte le discours en fonction de qui on a en face de soi pour qu'il puisse être compris, tout simplement. Voilà. Et puis de votre expérience. Voilà aussi, voilà, de mes compréhensions, mon expérience et donc voilà, et je pars du principe qu'on ne peut arriver à faire le chemin de quelqu'un à quelqu'un que si on l'a devancé. Difficile d'apprendre. Je vois mal en fait un professeur de gymnastique de haut niveau, olympique, enseigner quoi que ce soit à son élève si elle-même ne sait pas ce que c'est que de se mettre debout sur une poutre. Donc ça passe avant tout par l'expérience et l'expérimentation. Et voilà, donc du coup, d'où vient en effet cet art de la psychomaïeutique. Voilà. Alors, ce qui est curieux, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, où on nous apprend à calmer notre mental, à passer par des techniques de relaxation ou de méditation qui visent justement à limiter les pensées négatives, à ne pas s'identifier à ces pensées, voire même à positiver, vous choisissez au contraire, mais ce qui n'est pas pour autant contradictoire, d'aller les regarder en face. Oui, c'est ça. Et de les investiguer. C'est ça. En fait, la méditation, pour reprendre ce principe, en effet, permet de pouvoir faire émerger un état de conscience supérieur. Et l'état de conscience supérieur ne peut se mettre en place, ne peut s'épanouir, grandir que si la vigilance et l'attention reste centrée dans le moment présent. Et elle vise en effet, elle n'a qu'un seul but, c'est en effet de faire passer le mental en arrière-plan
de façon à ce que nos choix futurs et présents et la manière dont on perçoit notre présent et notre passé soient davantage perçus par la conscience que par notre conditionnement. Parce que mental, ego et conditionnement, pour moi, ne font qu'un. Et donc c'est pas du tout antagoniste, c'est juste une technique qui vise en effet à faire passer en arrière-plan le mental et donc le conditionnement pour mettre en avant la conscience et donc du coup lire les événements du passé et du présent avec cette conscience. J'ai déjà entendu dire il n'y a pas si longtemps que ça que oui, la méditation était dangereuse parce qu'elle permettait justement la remise en question. Donc ça prouve bien qu'en effet, on sort de ce système où le mental, on adhère complètement à ce que le mental nous raconte à propos de notre histoire et à propos de nous-mêmes. Et la méditation, en effet, parce que durant ce parcours personnel, j'ai médité, c'est aussi ça qui a favorisé, je ne vais pas mentir aux gens, hein, c'est ça qui a favorisé évidemment la remise en question. C'est que j'ai commencé à prendre du recul, et prendre du recul ne veut pas dire spécialement s'en détacher, parce que le détachement c'est encore autre chose. Ça vient après, c'est quand on comprend qu'en effet toutes les pensées qui sont négatives, limitantes et qui font souffrir, en effet on finit par comprendre à un moment donné qu'on n'a aucun intérêt à s'y attacher. Voilà. Mais tout au contraire à essayer de se repositionner et reposer des questions à propos de cette pensée-là. Voilà. Et du coup, l'art de la psychomaïotique, en effet, consiste à attaquer la pensée de front et à la remettre en question. Alors au départ, c'est un exercice, puis ensuite, ça devient un art de vivre. Donc chaque fois, en effet, qu'il y a une pensée négative qui émerge, alors d'abord, on la prend vraiment de très loin parce que on se dit, bon, comme c'est négatif et que ça n'est pas utile et que ça n'est pas constructif, c'est forcément un mensonge du mental. Donc allons voir un peu pourquoi ce genre de pensée a son existence et essayons de réinterroger celle-ci à propos, évidemment, puisqu'elle est toujours attachée à un événement, une expérience ou un fait, essayons de revoir un peu quelles conclusions nouvelles on peut tirer de l'expérience vécue. Voilà. Donc c'est pour ça que ça a son efficacité. Voilà. Oui, puis c'est vrai que Socrate disait que justement l'important était de savoir bien interroger un homme afin de faire naître en lui les réponses dont il avait déjà conscience. C'est ça. Oui, ça c'est une très bonne introduction. Oui, absolument. Et c'est là que j'ai découvert dans ce chemin que les réponses étaient vraiment en nous. Et on les a toutes. Seulement, comment pouvoir décrire une même expérience à partir du moment où on continue à adhérer à la conclusion qu'on en a tirée? Et je me suis aperçu une fois en écoutant plusieurs émissions télé à propos de la Seconde Guerre mondiale, que chacun en fait avait sa version quant à la finalité heureuse qu'a pris cette guerre. Je m'apercevais qu'en fait, en fonction du regard que la personne portait sur cet événement, en fait, pour lui, il était, ou pour elle, il était évident que la guerre avait mis fin parce que telle ou telle chose était mise en place. Seulement, un autre historien avait une autre version des choses. Alors, c'est pas qu'elles sont contradictoires, c'est qu'en fait, il y a des multiples réalités et des multiples vérités qui coexistent en même temps. Ça dépend d'où on se place. Eh bien, dans notre histoire personnelle, c'est la même chose. Si on commence à s'ouvrir à autre chose que ce que le mental nous raconte jusqu'ici, on s'aperçoit qu'en réalité, il y a des vérités qui sont en fait coexistantes et sur le moment, on ne les a pas vues. Voilà, on a vu que ce qu'on était prêt à voir et c'est ça qu'on réinterroge. Mais en fait, il existe plusieurs vérités sous-jacentes à nos expériences vécues et ces vérités, en fait, nous les détenons curieusement. Mais difficile, en effet, de pouvoir s'ouvrir à elles si on reste fermé et enfermé dans une croyance quelconque, X ou Y. Alors justement par rapport à cet enfermement, puisque vous avez dit tout à l'heure que on avait un intérêt aussi à se raccrocher, enfin nous n'avions pas d'intérêt, à se raccrocher à ces mensonges. Oui. Et pourtant c'est ce que nous faisons, puisque vous parlez de résistance à la vérité finalement. C'est ça. C'est ça. Alors après, voilà, c'est aussi un phénomène d'ignorance. Les gens, si on leur dit pas qu'ils ont les réponses en eux,
eh ben, c'est difficile en effet faut que la personne le sache au départ en effet. Moi je ne le savais pas au début, c'est vrai, mais j'avais un atout naturel qui était que je savais que les choses avaient un sens et que rien de ce qui pouvait nous arriver n'était fait pour nous détruire. Parce que du coup, d'où l'intérêt, j'en voyais pas l'intérêt constructif en fait. Et c'est ça qui m'a servi en fait de bouée de sauvetage au moment où le pire est arrivé, au moment où la tornade s'est déchaînée dans ma vie. C'est ça qui m'a permis d'être un phare pour moi et d'être une bouée de sauvetage. Et je me suis dit, ce qui t'arrive, il y a un sens à ce qui t'arrive. Et trouve ce sens en toi. Et je l'ai cherché. Voilà. Et donc pour ça, j'ai commencé en effet à réviser tout mon passé parce que c'était lourd et très chargé. Et qu'à cette époque-là, tout débordait vraiment dans tous les sens et ma souffrance avait vraiment atteint son seuil maximum. Et pour moi, ça devenait insupportable. Mais je voulais pas non plus mourir tout de suite parce que je me disais, si je le fais, je sais que dans une vie prochaine, j'aurai tout à recommencer et autant m'alléger maintenant puisque l'occasion m'est donnée de le faire. Donc je me suis dit, je ne sais pas si je vais mourir demain ou après-demain ou dans 15 jours, mais le temps qui me reste, eh ben, je vais m'atteler à le faire. Au moins, ce qui sera fait, sera fait. Et en fait, ça m'a amené beaucoup plus loin que ce que je pouvais moi-même le supposer. Ça vous a amené à quoi ? Eh bien, à être ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est-à-dire à la fois dans ma fonction de thérapeute. Je pense que s'il y a 20 ans de ça, puisque ça s'est passé il y a 20 ans maintenant, s'il y a 20 ans de ça, on m'avait dit tu seras thérapeute et tu emploieras une technique un peu inédite, je me serais jamais cru capable à l'époque de pouvoir faire ça. Ça m'a amené aussi une seconde chose qui est pour moi tout aussi importante, sinon plus, c'est cette capacité à pouvoir faire le ménage au quotidien dans ma tête, dès lors qu'en effet il y a une pensée qui commence à vouloir éventuellement m'enfermer dans quelque chose qui me limite et me fait souffrir, et qui n'est pour moi ni utile, ni constructif, ni bienveillant. Alors une technique inédite, mais non point nouvelle, hein, comme vous l'avez souligné, puisque oui. La maïeutique est au cœur de la philosophie socratique. Oui. En effet, elle se définit comme l'accouchement des esprits. Par le biais de questionnement, l'esprit du questionné parvient à trouver en lui-même les vérités. C'est ça. La maïeutique est donc l'art d'accoucher les esprits, de leur faire enfanter la vérité. Socrate, en philosophe, affirme que chacun porte en lui le savoir sans en avoir conscience. C'est ça. Et le questionnement vise à se faire ressouvenir, c'est la fameuse théorie de la réminiscence. Ceci est bien sûr fondé sur la thèse de l'immortalité de l'âme, puisque l'âme est immortelle, elle détient déjà tous les savoirs. Et donc Socrate, à ce propos, disait « Mon art de maïeutique a les mêmes attributions générales que celui des sages-femmes. La différence, c'est qu'il délivre les hommes et non les femmes, et que c'est les âmes qu'il surveille en leur travail d'enfantement, non point les corps. » C'est du petit miel. Voilà. Merci Roxane. Merci Socrate. Merci d'apporter ça durant l'émission. En effet, voilà, ça vient juste corroborer ce que je dis, voilà, tout simplement, et ce que je pense, et cette vérité que je vis tous les jours et que je fais vivre à ceux qui viennent me voir. D'ailleurs, je te coupe juste la parole avant que tu te lances. On avait parlé la dernière fois d'une personne qui a galéré pendant 6 ans sans trouver de travail. J'avais dit que la dernière séance d'émission, que je ne savais pas à l'heure actuelle si elle avait retrouvé du boulot. Et bien en fait, 1 mois et demi après ma consultation, elle en a retrouvé. Et c'était un contrat à durée indéterminée. Donc comme quoi cet art en fait a vraiment un spectre large au niveau de son action, parce que là la personne souffrait de ne pas arriver à retrouver du boulot de manière sérieuse, et d'ailleurs avait de moins en moins de propositions, et il prônait l'idée que le savoir-être était hyper important pour lui dans sa qualité en tant qu'être humain par rapport à une future embauche, et il a fallu qu'il comprenne que il tenait en fait plus à faire reconnaître ça par un tiers, et il n'était pas prêt à le reconnaître comme étant une valeur lui appartenant. En fait, il était le dernier à le reconnaître. La séance lui a permis simplement de reconnaître que c'était lui qui avait besoin
de reconnaître ça. Et donc il a fini par lâcher ça, transformer son CV. La transformation du CV a amené d'autres rendez-vous, alors que ça faisait déjà un petit bout de temps qu'il n'en avait plus. Des contacts pour prendre rendez-vous, pour avoir des entretiens avec des DRH. Et le plus rigolo de l'histoire, c'est que le boulot qu'il a décroché, en fait, on ne lui demandait pas d'avoir un savoir-faire, mais un savoir-être. Ah oui, c'est joli. Ah oui, voilà. Et quand il m'a dit ça au téléphone, je crois que j'ai éclaté de rire. Je ne pouvais pas retenir ça parce que je trouvais les clins d'œil du destin. À partir du moment où l'histoire dit quoi? C'est pas l'histoire de lâcher pour lâcher, l'histoire de savoir-être. C'est simplement qu'il fallait que on essaye toujours de mettre en avant, par rapport aux autres, ce qu'on ne reconnaît pas pour soi-même. Et là, c'était ça son problème. Il ne reconnaissait pas qu'il était dans ce savoir-être et que c'était acquis. Il tenait sans arrêt à le faire reconnaître au DRH en disant que ça, c'était pour lui une valeur importante. Et une valeur importante, il ne se rendait pas compte qu'en fait, il avait besoin de le mettre en avant autant parce qu'il ne le reconnaissait pas comme étant une qualité lui appartenant définitivement. Quand il l'a reconnu, bah oui, le destin joue avec nous. Et dès lors qu'il l'a reconnu, en effet, il a trouvé ce boulot, contrat à durée déterminée, première embauche, premier entretien, embauché directement. Et c'était son savoir-être qui primait sur le savoir-faire. Donc c'était un beau clin d'œil du destin. Et depuis, il est super heureux parce que maintenant, il sait qui il est, il sait qu'il a ce savoir-être. Il est reconnu pour, mais lui, c'est reconnu avant. Et c'est ça l'important. C'est-à-dire que les choses nous arrivent quand on les a libérées aussi, c'est-à-dire quand on n'est plus dans ce vouloir aussi, peut-être qu'il y a une forme de non-vouloir qui nous permet de... Une forme d'attente en tous les cas, d'attente d'être reconnu. Mais si on va par là, je vais pousser un peu loin le bouchon, mais on cherche à être reconnu par une autre personne qui elle-même cherche aussi à être reconnue par un tiers. Donc on est tous en fait des aveugles qui cherchons à être reconnus par un autre aveugle. Donc si on n'est pas le premier à pouvoir dire j'ai telle qualité, je suis une bonne personne parce que, et que ça vous paraît évident, s'il n'y a pas cette évidence, c'est évident aussi que vous allez tenter de la faire reconnaître par quelqu'un d'autre. Mais ça peut être une quête vaine, et c'est souvent d'ailleurs la plupart du temps une quête vaine. Alors évidemment, vous pouvez avoir cette reconnaissance par une ou plusieurs personnes, mais si vous continuez à vouloir sans cesse à faire reconnaître cette qualité ou cet état ou de ce que vous êtes en fait, à vouloir le faire reconnaître par un tiers, c'est qu'il y a un problème, c'est que vous n'arrivez pas à reconnaître vous-même. Et la première personne qui doit se reconnaître avant tout, c'est nous-mêmes. Alors comment sentons-nous dans nos corps finalement cette libération qui s'opère, cette vérité qui transparaît en nous, puisque votre technique est basée sur un plan mental, mais elle va bien plus loin, bien plus profondément, puisqu'on sent, et on l'a déjà senti plusieurs fois à l'antenne lorsqu'on a accueilli les auditeurs, qu'il y a véritablement un soulagement, même au niveau émotionnel, une forme de libération qui se traduit par un apaisement. C'est ça. Ben voilà, vous avez tout dit. Quoi rajouter? Non, mais c'est vrai, les personnes le disent, souvent c'est le nœud à l'estomac qui se dénoue. C'est l'impression d'un seul coup de respirer de manière plus ample. Voilà, je vais le dire et je vais le redire parce que je le dis souvent, le mensonge mental, encore une fois, c'est pas très compliqué de le cerner. Dès lors que vous avez des pensées à propos de vous-même ou d'une relation ou d'une expérience, et puis que ces pensées en fait non seulement vous limitent dans votre perception, vous limitent dans vos capacités, mais en plus est porteuse de souffrance et quelque part de malveillance, vous pouvez être certain que vous êtes dans une forme de mensonge mental vis-à-vis de vous-même et de la réalité. Au contraire, quand vous avez des pensées qui vous sont utiles, constructives et bienveillantes, et qui en fait vous débarrassent définitivement de votre souffrance, vous pouvez être sûr que vous êtes dans cette vérité-là. On pourrait dire que le mental ment monumentalement. Monumentalement, c'est ça. Oui, absolument. Oui, c'est vrai, oui. Et le plus drôle, c'est que
les gens continuent à adhérer à la version qu'ils ont de leur vision de leur expérience, quand bien même cette vision les fait souffrir. Ils ne remettent pas ça en question. On se demande parfois pourquoi ils sont autant attachés finalement à la souffrance que ça génère. Alors pourquoi ? Ben voilà, c'est que parce qu'il y a cette difficulté en fait à se dire bon ben voilà, je fais le constat que cette expérience me fait souffrir parce que et ensuite la personne ne cherche pas à remettre en question cette version-là. Elle est et si les gens réfléchissent bien et si les gens regardent bien dans leur histoire personnelle, les conclusions qu'ils tirent d'une situation, d'une expérience ou vis-à-vis d'une personne dans une relation, c'est souvent des choses qui tombent tout cru dans l'assiette pour le coup. Il n'y a pas eu de réflexion avant, en disant mais tiens, quelle conclusion pourrais-je tirer de cette expérience? Non, ça vient paf comme un coup près, ça s'installe comme ça, et puis la personne dit bah oui c'est ça, c'est exactement ça, c'est comme ça que je pense, et c'est quelque chose qui n'est pas réfléchi. Il n'y a pas de processus de réflexion pour dire quelle conclusion je pourrais tirer de cette expérience-là. Et tout l'art finalement de la libération, je pense que c'est exactement cette voie-là qu'a pris sûrement Bouddha et puis beaucoup d'autres maîtres éveillés. C'est cette faculté en fait à remettre en cause, à douter finalement de la probité finalement et de l'intégrité du mental. Alors encore une fois, le mental n'est pas quelque chose de négatif, hein. Le mental peut être extrêmement constructif dès lors qu'en effet il est utilisé de façon constructive et bienveillante. Voilà. Et là il peut avoir toute son utilité. Il ne faut pas le voir non plus. Il ne faut pas diaboliser l'ego comme je l'entends souvent dans les consultations. Ne diabolisons pas l'ego. Revenir à diaboliser l'ego, le mental, c'est revenir en fait à diaboliser tout votre conditionnement. Donc ça ne sert à rien. Ça ne fait que rajouter une couche à la souffrance. En gros, il faut se débarrasser de l'ego pour être en paix. Oui, ça c'est la finalité. C'est pas un moyen. Parce que si on se sert de ça comme moyen, en fait, c'est l'ego qui se marche dessus pour s'annuler lui-même. Enfin, à un moment donné, ça, on marche sur la tête là pour le coup. L'ego n'a rien de négatif, c'est simplement dans la vision qu'on en a que ça devient négatif. Un couteau en soi n'a rien de négatif, il sert à couper de la viande, il sert aussi à tuer. Voilà, donc le conditionnement est ce qu'il est. La finalité, c'est évidemment d'alléger son ego pour pouvoir laisser transpirer de plus en plus son être, mais c'est pas en lui marchant dessus, c'est pas en l'insultant, c'est pas en le niant, c'est pas en le maltraitant que ça va pouvoir permettre à cet ego de pouvoir s'alléger. C'est au contraire, c'est encore une fois une démarche d'amour. C'est, le mot est lâché, mais c'est ça, hein, c'est apprendre à aimer son passé, son conditionnement, et il n'y a pas d'autre voie pour pouvoir s'alléger. Et puis on peut supposer qu'à un certain moment, ce conditionnement ait été utile pour notre survie. Il a une très grande utilité. J'ai encore le cas d'une femme qui est venue me voir récemment, puisqu'elle avait été... elle n'arrivait pas à se défaire encore de cette histoire d'attouchement qui avait eu lieu alors qu'elle avait 12 ans. Et elle ne comprenait pas pourquoi ça continuait encore à la tarabuster. Donc il n'y avait pas eu de viol à proprement parler, mais plutôt d'attouchement sexuel. Enfin, c'est la même chose. Oui, mais... au niveau du trauma. Oui, mais pénétration, il y a encore une dimension... parce que là, pour le coup, il y a de la part de l'homme l'usage de la violence pour y arriver. Là, il n'y avait pas de violence. Mais il y a une violence psychique. Oui, voilà, c'est ça. Elle reste à un stade psychique. Mais voilà, pour moi, il y a une graduation qui a son importance. Et du coup, elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi encore cette expérience, très longtemps après, la chiffonnait. Et donc, elle est venue me voir pour ça. Et dans la séance qu'on a eue, elle m'avoue qu'à un moment donné, en fait, c'est une femme qui a beaucoup de mal encore aujourd'hui, enfin, jusqu'à la consultation, avait du mal à dire non. Et elle a commencé finalement, quand elle a transposé ça finalement dans sa petite enfance, elle s'est rendue compte que c'est cette même incapacité à pouvoir dire non
qui fait que l'expérience avait eu lieu. Alors, il n'est pas question de se rendre coupable. C'est juste de voir, en fait, je vais le montrer sous ce jour-là. Je lui dis, regardez à ne pas vouloir dire non, jusqu'où l'expérience peut aller dans sa gravité. Et même quand il y a quelque chose qui devient de l'ordre de la perte de l'intégrité physique, j'ai dit, même là, la difficulté à dire non, même jusque-là, elle s'est jouée. Et finalement, elle en voulait beaucoup à son abuseur, elle était très en colère, et quand elle a compris que finalement, si elle avait su à ce moment-là en fait s'opposer, simplement dire non pour dire non, en fait comme il n'y avait pas eu de violence, ni encore une fois c'était pas forcé, il n'y avait pas eu de forcing physique. Enfin la plupart des agressions se font sans forcing physique, comme vous dites. Ouais, mais là du coup en fait elle a su qu'en fait elle aurait pu l'éviter, parce que c'était dans un contexte très particulier où en fait il lui suffisait de hausser le ton pour que l'homme en question en fait se ravise. Et donc c'était vraiment des circonstances particulières. Mais elle a très vite compris que ça pouvait entraîner, en effet, le fait de ne pas savoir dire non pouvait entraîner aussi jusqu'à ce genre d'expérience et ce genre d'expérimentation. En tous les cas, de prendre conscience de ça, ça lui a permis de se libérer de l'histoire. Et du coup, elle a vraiment compris que apprendre à dire non et savoir dire non, parce qu'on a fait un travail aussi après en parallèle sur pour elle ce que ça voulait dire non. Alors pour elle évidemment c'était blesser les autres, et je dis, vous vous rendez compte que là en fait dans cette histoire on est loin d'être dans la blessure de l'autre, on est simplement dans elle a compris qu'en fait dire non c'était aussi garder son intégrité, garder son honnêteté vis-à-vis de soi-même, et quelles que soient les circonstances, c'est-à-dire tiens tu veux m'aider, si elle n'avait pas envie, c'était non, et elle a le droit de dire non. Bref, elle a fait tout ce travail par rapport au non. Quand elle est ressortie de là, pour elle c'était évident que non c'était aussi naturel que de dire oui, et donc sa colère a disparu. Voilà, donc ça tenait à pas grand-chose, et c'est vrai que dans les circonstances, encore une fois, de son histoire, parce qu'il faut toujours relier les choses aux circonstances, ça fonctionnait très bien. Oui, c'est ça, hein, c'est un cas bien particulier. Oui. Puisque certaines personnes disent non, ça ne marche pas forcément. Ah bah non, évidemment, mais là c'est lié à son histoire. Elle a compris qu'en effet, à ne pas savoir dire non, ça pouvait engendrer des expériences extrêmes. Voilà. Et celle-là en était une. Et finalement, je le dis, je le répète souvent aussi aux auditrices, aux auditeurs, la réalité telle qu'elle est, telle qu'elle se manifeste, telle qu'on la rencontre dans notre vie, ce fut le cas pour moi, ce fut le cas pour d'autres aussi, et c'est le cas pour tout le monde. Cette réalité-là, aussi dure soit-elle, en fait, intervient pour sortir de nos propres rêves. Imaginez que vous fassiez un cauchemar, et que ce cauchemar dure 40 ans, et puis au bout de 40 ans, vous vous réveillez et vous vous rendez compte que vous avez fait un cauchemar. Quand vous faites un cauchemar dans la nuit, que vous réveillez, vous savez que c'est un cauchemar qui vient de s'achever. Eh bien, la réalité, c'est ça. La réalité est ce qu'elle est, et nous vivons dans un cauchemar éveillé dont nous ne sortons que dès lors que nous nous libérons de l'emprise du mental qui cherche en fait à s'interposer entre la réalité et nous-mêmes. C'est lui qui est à l'origine de notre souffrance, c'est les images qu'il véhicule dans notre tête, c'est les pensées avec lesquelles il nous harcèle. En fait, plus que l'expérience en elle-même, c'est la façon dont le mental nous harcèle et nous viole quelque part sans arrêt tous les jours, à nous dire, je te dis de croire ça et de pas autre chose. Ça, c'est une forme pour moi de viol finalement, puisqu'on en est à parler de ça. Oui, quelque part, c'est notre plus grand ennemi et peut-être nous-mêmes. Mais ça peut être aussi notre plus grand ami. Tout dépend comment il est tourné, vissé, comme dirait l'autre. Voilà. D'accord. On va aborder la première page promotionnelle. Ça marche. Si vous souhaitez contacter Frédéric Dautrive, qui pratique la psychomaïeutique ainsi que l'astrologie karmique, ou le 07 81 50 22 70,
Et vous pouvez aussi aller voir le site internet chemin d'éveil tout attaché, les deux mots sont au singulier, .com. Chemin d'éveil tout attaché.com. Mais la plupart du temps, pour un problème donné, quand une personne vient me voir, en général, on aboutit à 80-90% de soulagement déjà en une séance. Donc c'est vrai que c'est l'intérêt de cet art, c'est qu'en effet, la souffrance s'évanouit assez vite, et pour cause, puisque dès lors que les pensées erronées s'écroulent, la vérité surgit toute seule d'elle-même. Voilà. En sachant que si vous m'appelez, mettez bien en avant, un tel me fait souffrir, marquez-le sur une feuille éventuellement, un tel me fait souffrir parce que, ou cette situation me fait souffrir parce que. Voilà. Et après, je vais m'en dépatouiller. Voilà. D'habitude, c'est pas comme ça que je procède en consultation, puisqu'en consultation, je demande vraiment à la personne d'écrire toutes les pensées qu'elle a à propos d'une situation, d'une relation. Et du coup, quand on est en consultation, elle arrive déjà avec sa feuille et ça va beaucoup plus vite. Là, mettez-moi simplement cette personne me fait souffrir, donc vous pouvez la nommer. Jacques me fait souffrir parce que, et voilà. Et après vous expliquez pourquoi, parce que ceci, parce que cela. Ou alors telle situation me fait souffrir, encore souffrir parce que ceci, parce que cela. Et moi après je vais m'en dépatouiller avec tout ça. Voilà, donc vous vous êtes invité à intervenir au 08 92 23 95 20. Oui, profitez-en pour, vu que vous avez l'antenne et que c'est gratuit, donc jetez-vous, surtout, n'hésitez pas, n'attendez pas quand il sera 7h moins le quart pour précipiter, parce qu'après on n'aura plus beaucoup de temps. Voilà, donc tâchez de profiter de ce moment-là. Voilà. En attendant, nous faisons une petite pause musicale très courte. Allons-y. Et donc du coup, d'accord, je commence à comprendre. Il y a des choses que vous voulez réaliser, c'est ça. Mais il y a quelque chose en vous qui bloque. Voilà. Voilà. Voilà, dit plus simplement, c'est ça. Vous voyez, pour arriver parfois à démêler les intrications mentales. Voilà, en fait, dit simplement, c'est ça. C'est qu'il y a des choses que vous voulez mettre en place, que vous voulez réaliser, mais vous avez l'impression que votre ego vous fait barrage. Voilà, il y a le barrage, oui, tout à fait. Et d'où la souffrance éprouvée. On va dire oui. D'accord, ok, oui. D'accord. Quand vous avez la pensée, parce que ça n'est qu'une pensée, on est bien d'accord, hein. Quand vous avez la pensée, mon ego fait barrage à ma réalisation, à mon auto-réalisation. On est d'accord? Quand vous avez cette pensée-là, mon ego fait barrage à mon auto-réalisation. Est-ce que quand vous vous posez la question, là maintenant, est-ce que vous dites est-ce que vous êtes capable de répondre à la question, est-ce que c'est un mensonge ou une vérité? Est-ce que c'est un mensonge ou une vérité? Moi, pour moi, c'est un mensonge. Et pourtant, vous y croyez? Non, j'y crois pas. Au plus profond de moi-même et dans le lâcher prise avec moi-même, j'y crois pas. Je suis complètement... Pourtant, c'est ce que vous venez de dire tout à l'heure. Vous venez de dire, mon ego fait barrage à mes réalisations. Donc c'est quelque chose dans lequel vous croyez, puisque vous venez de le dire. Si ce n'était pas si c'était pas une croyance en laquelle vous auriez adhéré, c'est pas comme ça que vous m'auriez annoncé les choses. Là, on est vraiment dans le nœud du problème, là, et oui. Ça devient très... C'est bien pour ça, oui, on est bien d'accord. Donc du coup, je repose la question, mon ego fait barrage à mes réalisations, à mon autorisation, est-ce que c'est un mensonge ou une vérité? C'est un mensonge. Non, lequel pour l'instant vous croyez toujours? Oui, foncièrement, si c'est un mensonge, c'est qu'il croit. Donc, mais vous avez bien conscience que c'est une pensée qui est mensongère. Oui. On est d'accord. Quand vous avez la pensée
mon ego fait barrage à mon autoréalisation. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Je ressens comme s'il y avait un verrouillage et un cadenassage. D'accord. Vous avez des images qui viennent quand vous pensez à ça? Juste avec vous. Comment? Juste avec vous. J'ai les images là. Oui, mais quelles images vous avez? Comme je vous ai dit, hein, quand on cadenasse quelque chose et quand on verrouille. Hein. D'accord. Donc, il y a d'autres sensations qui s'accompagnent quand vous avez la pensée dans votre tête, mon ego fait barrage à mes réalisations? Maintenant, quand il y a quelque chose qui se déclenche, c'est le comportement de maman qui verrouillait tout à la maison. C'est-à-dire? Quand il fallait mettre un cadenas sur les téléphones, quand il fallait mettre des cadenas partout sur la télévision, toutes ces choses. Voilà. D'accord. Ok. Essayez de m'expliquer pourquoi en quoi votre ego fait barrage à votre autoréalisation. Moi, je pense qu'il faut toujours rester dans l'alignement. Il faut pas prendre son envol et qu'il faut toujours rester à égalité avec les autres, toujours au même niveau. Ah oui, nous y voilà. Ça veut dire quoi pour vous, rester à égalité avec les autres? Rester à égalité avec les autres, c'est toujours être au même niveau. Oui, j'ai compris, mais ça veut dire quoi pour vous précisément? L'égalité, chez moi, c'est... j'ai compris, je crois que c'est peut-être l'égalitarisme. Être dans l'égalitarisme, voilà quoi. Oui, mais ça concrètement? À égalité, il faut pas que je dépasse d'une tête, il faut que je sois tout le temps... Voilà, ça veut même niveau que les autres. J'ai compris, mais je veux savoir concrètement en quoi vous allez dépasser d'une tête. Concrètement, ça veut dire quoi quand vous dites je vais dépasser d'une tête? L'excellence, tout ce qui est remarquable, tout ce qui est l'ingéniosité, le génie, il faut pas se faire remarquer. Donc on aurait dû faire taire Einstein, on aurait dû faire taire des tas de gens comme ça parce qu'ils allaient dépasser d'une tête. Voilà. Donc, ça vous fait pas rebondir sur ce que je vous dis? Là, ça chamboule beaucoup de choses, à vrai dire. Hein, D'accord. Ok. Maintenant, on va prendre la phrase inverse, c'est-à-dire c'est bien de dépasser d'une tête. Expliquez-moi en quoi c'est bien. De dépasser d'une tête, c'est déployer le meilleur de soi-même. Sans blague. Sans blague. Bien sûr que oui, vous avez raison de dire ça. Quoi d'autre? C'est de mettre en avant tous nos trésors intérieurs, tous nos potentiels, nos capacités. Alors moi, je dirais pas mettre en avant, je dirais plutôt exprimer. Et exploiter. Attendez. Mettre en avant. Ouais, c'est ça. Mais chez moi, c'est très neutre à mettre en avant. C'est proposer, c'est offrir. Voilà. C'est offrir. Offrir, voilà. Donc vous voyez que Einstein nous a offert sa science et on s'en est beaucoup servi. Alors je parle de lui, mais il y en a d'autres, comme Freud, Jung, Bouddha. J'apprécie tout autant, oui. Oui, voilà. Alors donc du coup, en quoi c'est bon de se mettre en avant, de dépasser d'une tête? Oui, c'est de... ça commence à être très clair. Ça y est, ça commence à... Il y a un truc que je vais vous dire à votre place, si je peux me permettre. Dépasser d'une tête, ça peut permettre aussi aux autres d'être inspirés. D'accord. Vous voyez en quoi c'est bon? Ok. Vous voyez? Ça commence à respirer intérieurement, là? Bien, ouais. Donc, ça libère, là. Donc, vous voyez qu'en fait, ça n'est pas véritablement, comment dire,
ce n'est pas véritablement votre ego à proprement parler en tant que tel ou votre mental qui vous empêchait de pouvoir vous épanouir, mais bien en fait les pensées adjacentes qui fait que, pour moi, ce qu'on vient de dénicher là, c'est une pensée mère, ce que j'appelle. J'ai oublié d'en parler dans l'émission, mais du coup, j'en profite. Et du coup, ne pas dépasser d'une tête, pour vous, c'est une pensée mère. Et quand on attaque la pensée mère, les pensées filles s'écroulent. Les pensées, pardon? Ce que vous venez de me dire tout à l'heure à propos de je ne dois pas dépasser d'une tête. Pour moi, ça renifle, enfin c'est ce que je repère comme une pensée mère. Oui. Après, de là découlent des pensées filles, en fait, qui servent de paravent pour ne pas atteindre tout de suite la pensée mère. Voilà. Et du coup, quand la pensée mère du coup est dévoilée, si on l'attaque directement et on la fait s'écrouler, les pensées filles s'écroulent en même temps. C'est-à-dire que tout le reste s'évanouit. Voilà. Et là, pour moi, ne pas dépasser d'une tête, c'est sûrement lié à votre conditionnement, ou alors lié à vos propres à votre propre référentiel, mais c'est ça en fait le vrai nœud du problème. C'est pas mon ego m'empêche de me réaliser, c'est je ne m'autorise pas à dépasser d'une tête. C'est ça la vraie souffrance. C'est ça qui occasionne la vraie souffrance. Parce que pour vous, hors de question de briller, hors de question de se mettre en avant, hors de question de se faire valoir. Mais en fait, il y a une nuance entre vouloir briller et juste exposer aux autres son propre accomplissement. Vous comprenez? Tout à fait. C'est tout à fait différent. Dans je veux briller absolument, en effet, il y a l'ego qui commence à vouloir s'y mettre. Et en général, ce que les gens ont à dire quand ils veulent briller, c'est pas grand-chose. Mais pour le coup, on n'est pas dans une réalisation de soi. Dans je veux briller, je veux être connu, il n'y a pas l'idée de se réaliser. Là, on vous parlait bien depuis le début de vous réaliser. Et dans se réaliser, c'est simplement être soi-même et faire ce qui vous plaît, ce que vous aimez le plus. Et dans ça, il n'y a pas l'idée de se vanter. Il n'y a pas l'idée d'être vaniteux. Il y a juste l'idée d'être soi-même. Après, ça plaît aux autres, tant mieux. Ça plaît pas, tant pis. Mais pour vous, c'est important de faire ce que vous faites. D'ailleurs, c'est Gandhi qui disait ça. Gandhi disait ce que vous faites est peut-être... Pardon ? C'est pas soyez le changement que vous voulez voir dans le monde? Il y a aussi ça, mais il y a aussi ce que vous faites est peut-être insignifiant, mais il est important que vous le fassiez. Excellent. Oui. Ça va directement droit à mon... ce qui me concerne, quoi, à mon nœud. Donc voilà, donc si vous voulez, voyez, continuez, vous venez de faire l'expérience de la manière dont on peut réinterroger en effet la pensée. Vous étiez au départ dans la pensée « je ne dois pas dépasser d'une tête ». Si vous vous amusez simplement, et là vous m'auriez donné toute une liste interminable pour me dire en quoi vous ne devriez pas dépasser d'une tête, et dans ces cas-là, amusez-vous à réinverser la phrase, c'est-à-dire le système de pensée, en quoi il serait bon que je dépasse d'une tête. Et quand on commence à poser la question sur une feuille, et puis qu'on s'y acharne pendant une semaine, une heure, une semaine, un mois, 10 mois, on finit par trouver la réponse en quoi il est bon de dépasser une tête. Et du coup, la croyance première qui était négative et malveillante et absolument pas utile s'écroule d'elle-même, puisqu'on commence à comprendre en quoi il est bon de dépasser d'une tête. Vous comprenez ? Voilà. C'est ce que vous m'avez apporté comme clé que je vais essayer de mettre en application et pour ouvrir et me frayer la voie. Je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Merci à vous de votre appel et de votre confiance. Je ne cesserai de le répéter. Tout à fait légitime, cette remise de confiance. Merci bien. C'est un gros bisou. Merci à vous aussi, je vous embrasse, au revoir. Au revoir. Frédéric, merci. Merci à toi Roxane, et voilà, c'est encore une démonstration à quel point on peut être hanté par des pensées, on peut être harcelé par des pensées, et voilà parfois jusqu'où le mental peut nous mener à devenir
notre propre ennemi. C'est une démonstration de ça. C'est ce harcèlement mental constant, et si encore ce harcèlement était constructif et bienveillant, ça serait une bonne chose, mais voilà, c'est un chemin pour y arriver, et pour ça, il faut vraiment remettre en question tout ce qui est le contraire de constructif et bienveillant. Voilà. Au plaisir de t'accueillir à nouveau. Eh bien oui, au plaisir. Au revoir. À bientôt, au revoir.